Bonjour, colonel. Bonjour Baptiste. Comment allez-vous, colonel? Oui, bien, je vous remercie et je vous remercie d'abord pour, cet échange qui me donne l'occasion, de partager, mon expérience et peut-être avec vos questions d'orienter, les sujets qui vous tiennent à cœur. D'accord. En tout cas, vraiment, c'est avec une grande joie et un grand respect que je vous reçois sur, Le Mentor, pour cette reprise. Ça va être le 1er épisode de la reprise du Mentor, en tout cas pour 2025 et je vous invite à pouvoir vous présenter, à notre auditoire et à toutes les personnes qui suivent ce podcast en ce moment. Beh, écoutez, avec plaisir. Pour planter le décor, je dirais que je m'appelle Samir Yaker, je suis un jeune retraité des armées. J'ai quitté l'institution militaire, en septembre dernier, septembre 2024, après, quasiment 35 ans de service. Ces 35 ans de service commençaient finalement, j'allais dire au bas de l'échelle. J'ai commencé comme sous-officier, comme sergent, m'ont amené jusqu'au grade de colonel dans l'armée de terre, dans la spécialité infanterie. Mon parcours est somme toute classique, mais m'a amené, sur différents, théâtres d'opération, que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Tchad, au Niger, au Burkina Faso ou en Mauritanie, mais également en Afghanistan ou, dans les Balkans. Ce parcours est à la fois, riche et diversifié et il m'a permis, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous échangeons, de mettre en œuvre et de faire prévaloir le leadership qui est indispensable pour, les officiers, et les officiers supérieurs en particulier. Qu'est-ce que le passage par l'armée a profondément ancré en vous en tant qu'homme et en tant que manager? Alors, je dirais en préambule que, les armées d'une manière générale, quel que soit le pays, c'est avant tout une école du leadership par excellence. Tout simplement parce que la sanction, c'est, des blessés, voire des morts. Alors ce que ça a ancré en moi, en tant qu'homme, je dirais, c'est d'abord l'engagement. L'engagement, mais également le courage, et ces deux aspects ne valent que si on a un rapport aux autres, un respect des autres, un respect mutuel, et ça me semble essentiel en tant qu'homme. En tant que manager, j'évoquerai le fait de rechercher l'efficacité humaine en tant que manager. C'est d'abord ça, c'est tout. On construit un système d'hommes et le système d'hommes est adapté à la problématique, au sujet auquel vous êtes confronté. Ça repose, à mon sens, sur 3 choses. Cette recherche de l'efficacité humaine, sur la pédagogie d'abord. Il faut être capable d'expliquer, ce que, sa propre volonté, savoir où l'on va. Ça repose sur la subsidiarité. La volonté seule ne suffit pas, il faut être capable de faire confiance et de déléguer à ses subordonnés, à ses collaborateurs, et ça repose sur une relation interpersonnelle avec chacun, c'est-à-dire qu'il faut connaître ses collaborateurs pour en tirer, le meilleur, et savoir les combiner leurs qualités et leurs vulnérabilités, leurs faiblesses dans un système d'hommes, celui que j'ai évoqué. Si vous pouviez nous donner, un fait marquant, une anecdote qui vous a marqué dans votre parcours et qui nous permet d'entrevoir ce que vous êtes en train de nous dire, ça serait laquelle? Alors, je dirais que c'est au cours de je pourrais citer toutes les opérations que j'ai faites, mais je prendrai en exemple celle des opérations, au Mali, heu, où, j'ai pu participer dans le cadre de l'opération, Barkhane, plusieurs fois, et je retiens des situations de crise, de tension extrême, dans cette situation, 3 faits essentiels. Le premier fait, c'est la solitude de la prise de décision. C'est une responsabilité du leader. On peut être conseillé, mais la décision se prend seule. Le deuxième aspect, c'est assumer les erreurs de ses collaborateurs face à la hiérarchie, face au commandement, à la direction. La responsabilité ne se partage pas. Bien évidemment, s'il n'y a pas de faute de la part de ses collaborateurs, mais si c'est simplement des erreurs. Le troisième aspect, c'est la force du groupe.
par rapport à celle de l'individu. Je pense que la force du groupe, c'est le véritable moteur. Elle Cette force du groupe permet le dépassement individuel et ces 3 aspects, prise de décision solitaire, assumer les erreurs de ses collaborateurs et la force du groupe, je les ai retrouvés systématiquement dans les engagements dans lesquels j'ai pu être. Je citais le Mali, mais ça pourrait être le Tchad ou ça pourrait être la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes plus dans le service militaire, donc vous n'êtes plus militaire ou vous êtes un militaire retraité. Qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir prendre des engagements, à continuer ce travail de transformation, dans le monde civil? Je pense que les compétences acquises par les militaires, quel que soit le pays, sont immédiatement transposables, dans le monde civil, dans le monde de l'entreprise, d'une manière générale. Je pense que, heu, on a ça ancré, on a été formé pour ça. C'est-à-dire que dès les premiers grades d'officier, on est amené à, manager, commander un certain nombre de personnes, allant jusqu'à plusieurs centaines. Dans cette perspective, eh bien, le leadership apparaît comme une condition sine qua non de l'exercice des responsabilités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire abstraction de cette capacité à décider et à assumer les responsabilités qui sont associées à la décision. Et je pense que ces aspects-là, ce que je viens d'évoquer, euh, doit être partagé, peut être partagé, et l'est certainement dans beaucoup d'entreprises, parce que finalement, on ne peut pas se retrancher derrière quelque chose. On doit assumer en tant que leader et en exerçant son leadership, on doit assumer les responsabilités qui y sont associées. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de leadership un peu partout sur internet, que ça soit sur YouTube, que ça soit il y a beaucoup de gens qui font des posts, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit sur Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ce contenu-là? Alors, je crois qu'il répond d'abord à un besoin. Un besoin parce que des gens se posent des questions sur l'exercice du leadership d'une manière générale. Donc, s'ils se posent des questions, c'est que peut-être ce leadership ne correspond pas, en tout cas, à leur façon de le concevoir, ou en tout cas, peut-être de le subir d'une certaine manière. Je pense qu'aussi, il y a des vidéos et des posts qui sont de qualité, mais d'une manière générale, vous allez me trouver certainement critique. Je trouve que beaucoup parlent de leadership sans vraiment en connaître la substance. Comme je l'ai dit, c'est le fil rouge un petit peu de notre entretien. Le leadership, c'est avant tout décider et assumer ses responsabilités. C'est avant tout être capable de donner un cap, de le maintenir, d'aller de l'avant, tout en faisant confiance à ses subordonnés. Et donc, Heu, vous pouvez en trouver des tas de définitions, mais ça repose d'abord sur la pratique. Je crois que le leadership ne s'apprend pas, ou s'apprend très peu dans les livres, et se construit par l'expérience, se construit par la capacité à, heu, engerber l'ensemble des collaborateurs, de l'équipe avec laquelle vous êtes, qu'elle soit petite ou qu'elle fasse plusieurs centaines, voire milliers de personnes, et leur donner une véritable direction, et en décidant à chaque fois. Colonel, vous avez sûrement côtoyé la classe moyenne africaine. Vous avez côtoyé des jeunes dirigeants, vous avez côtoyé des directeurs généraux, vous avez côtoyé vraiment beaucoup de personnes. Mais je vais revenir sur les jeunes dirigeants. Lorsque vous avez pu voir que sur certains postes, il y a beaucoup qu'on appelle aujourd'hui leaders. Ce sont des jeunes leaders. Quelle était votre observation? Voilà. Je pense que s'il n'y a pas de particularisme, qui soit lié au continent, je pense qu'il y a des constantes, quelles que soient les générations, quelles que soient les époques, quels que soient les lieux. Et je voudrais dans un premier temps démystifier le leadership et me confronter, aux idées reçues. Souvent,
Je ne me méfie des généralités, mais ce que j'ai pu constater, c'est que les erreurs des jeunes leaders, et une fois de plus, il n'y a pas de généralisation, c'est d'abord la recherche d'un leadership qui soit trop vertical, et finalement on se retrouve avec la solitude du chef, soit tendance horizontale, et là finalement il y a un processus qui fait que on ne décide plus, puisqu'on est dans une situation où chacun effectivement a le droit, un droit de tirage sur la décision, si vous m'autorisez ainsi, et ça bloque tous les processus de décision. Donc en fait, il faut trouver un juste équilibre entre ce processus vertical qui s'imposera d'une manière ou d'une autre et ce processus horizontal qui est préalable et qui prépare la décision. Et l'un ne va pas sans l'autre. Je pense aussi qu'une des erreurs qui peut être commise, c'est la recherche systématique d'un consensus. La recherche d'un consensus peut se heurter, et se heurte souvent, à l'objectif à atteindre et à la responsabilité individuelle. Quand on est un leader, on doit avoir bien sûr la volonté d'atteindre l'objectif, le cap qu'on a fixé à l'ensemble de l'équipe, et on met en jeu sa responsabilité qui est éminemment individuelle et pour laquelle il n'y a pas de garantie. Enfin, troisième aspect, et c'est peut-être le plus délicat, c'est l'absence de contrôle. C'est-à-dire quand on assume ses responsabilités, eh bien, il faut être en mesure de contrôler. Responsabilité, subsidiarité des collaborateurs ou des subordonnés selon le cas, mais obligation de contrôle, et c'est une des prérogatives du chef. Et on n'aime pas contrôler, et surtout, on n'aime pas être contrôlé. Pourtant, c'est indispensable pour pouvoir vérifier qu'on est bien sur le cap et qu'on avance bien dans la même direction. Donc voilà, si vous voulez, les trois familles d'erreurs que j'ai pu constater, mais je dirais, qui sont l'apanage peut-être des jeunes leaders et que l'on peut corriger très facilement à condition de s'en rendre compte. Quel est le niveau d'exigence et d'effort que doit avoir une personne pour devenir un leader? Ah, c'est une question intéressante et je pense qu'il y a finalement des dénominateurs communs à l'ensemble des domaines, des strates dans lesquels s'exerce le leadership. Je pense que d'abord, la première condition, c'est d'avoir une véritable volonté. Une véritable volonté, ça me semble être le point de départ. Ceci étant, cette volonté n'est pas suffisante en elle-même. Il faut être capable de la transmettre, de la partager avec ses collaborateurs pour les embarquer avec soi, pour atteindre l'objectif, l'objectif assigné, l'objectif qu'on vous a fixé ou que vous vous êtes fixé. Ça me semble un élément fondamental. Bien évidemment, c'est aussi accepter de se heurter aux aléas, aux complexités, aux échecs, et être capable de relancer l'équipe par le rappel de l'objectif à atteindre, du cap qui a été fixé, et toujours cette capacité à embarquer tout le monde, l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des collaborateurs avec soi. Vouloir atteindre cet objectif de manière solitaire, ça c'est possible. On y arrive très bien tout seul. Ceci étant, c'est éminemment contre-productif puisque vous ne pourrez atteindre les objectifs qui vous sont fixés ou que vous vous êtes fixés qu'avec le soutien, la collaboration de toute l'équipe qui est avec vous. Et ça repose sur la confiance dans ses subordonnés, la capacité à jouer de la subsidiarité, alors laisser faire leurs tâches, les tâches que vous leur avez assignées dans l'espace-temps de l'atteinte de l'objectif et contrôler, comme je l'ai déjà dit précédemment, contrôler l'atteinte des objectifs intermédiaires. Et le leadership, ça s'apprend. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut apprendre, c'est-à-dire qu'on commence, on n'a pas de leadership du tout, on n'a pas cette qualité-là et on l'acquiert. Et comment faire pour l'acquérir réellement? Est-ce qu'il y a une manière un peu plus rapide de le faire ou est-ce que ça prend autant de temps pour devenir un leader? Comme je l'évoquais
Préalablement, je pense qu'il y a d'abord, une appétence personnelle, individuelle au leadership. Tout le monde n'est pas fait pour être un leader. Ça, c'est une évidence. Je n'ai aucune compétence dans le domaine de la banque, je ne me risquerai pas à me lancer dans ce domaine-là. Et donc cette appétence, ce trait de personnalité peut se développer, peut éclore dans un environnement qui est essentiellement celui de l'expérience. Je vais revenir sur ce point. Vous me posez la question de savoir si ça s'apprenait. Bien évidemment, il y a des techniques de leadership. Elles s'apprennent. Pour autant, elles ne suffisent pas à, à elles seules pour devenir un leader. Ces techniques sont avant tout tournée vers la meilleure façon d'exprimer son leadership. Ce qui m'amènerait à évoquer le sujet de la communication, mais on pourra en parler ultérieurement. Donc ce leadership qui s'apprend un petit peu dans les livres se construit d'abord par l'expérience de in situ du leadership. Avec une équipe, on peut être un leader avec une équipe composée de 10 personnes. On pourrait être un leader, évidemment, dans une équipe qui est 10 fois ou 100 fois plus grande. Mais on retrouve toujours au départ 2 éléments fondamentaux. Un, le goût pour le leadership. Et deux, la capacité à emmener tout le monde dans la même direction. J'ai vu que vous voulez nous parler ultérieurement de la communication. Est-ce qu'il y a un lien fort entre le leadership et la communication? Est-ce que forcément le leader est un bon communicateur ou est-ce qu'un bon communicateur est forcément un leader? C'est une question intéressante parce que dans nos sociétés modernes, on a tendance à un peu à confondre les deux. Je dirais la forme, la communication, donc la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc un vrai leader, c'est aussi un communicant, mais ce n'est pas qu'un communicant. Il fait preuve de pédagogie, la communication en ce sens que la pédagogie appliquée, mais au service de l'objectif à atteindre. C'est de sa responsabilité. On voit difficilement un leader qui ne soit pas un communicant. Pour autant, un bon communicant ne fait pas nécessairement un bon leader. L'objectif du communicant, c'est de construire le message adapté à son auditoire, le diffuser par les bons canaux. Il n'est pas propriétaire du message, alors que le vrai leader, lui, est propriétaire du message qu'il délivre à son auditoire, à son équipe et à ses collaborateurs. Donc la différence essentielle, c'est que le leader, le vrai leader, en tout cas, à mon sens, est un bon communicant, mais c'est une des facettes de ses capacités, la communication étant au service de l'objectif à atteindre. Ce que n'est pas le communicant. Quel est le conseil que vous donneriez à un entrepreneur qui vient de débuter et qui se sent imposteur face à ses responsabilités en termes de leadership? Quel est le conseil que vous lui donneriez là s'il était là devant vous? Alors, le syndrome de l'imposteur, tout le monde, à un moment ou à un autre, a pu l'éprouver dans sa carrière. Moi-même, j'ai eu ce sentiment de l'imposteur à un moment ou à un autre. C'est quelque chose de tout à fait normal, surtout lorsqu'on est un jeune leader et qu'on a face à soi des personnes qui sont dans une situation plutôt de subordonnés ou de collaborateurs, on va dire, et on se dit: «Eh mon Dieu, est-ce que j'ai l'expérience suffisante?» Non, pas forcément, pas au départ. Pour autant, on a la volonté, c'est primordial, ça revient souvent dans mon discours, dans mes explications. Je lui dirais à ce jeune leader, ou en tout cas à ce leader en herbe, d'avoir une volonté bien accrochée et l'associer à une pédagogie vis-à-vis, on tourne finalement autour des mêmes thématiques, l'associer à une pédagogie qui permet d'expliquer, donner du sens à l'action dans laquelle il va engager l'ensemble de son équipe. Volonté, pédagogie, capacité à relancer dans la même direction, sur le même cap, contrôle. Contrôle de ce qui a été effectué. C'est indispensable pour avancer et pour un leader. Vous pensez qu'on pourrait faire une similitude où on pourrait comparer un nouvel entrepreneur à un nouveau soldat qui arrive pour la première fois sur une ligne de front?
Ah, alors là, la comparaison est un peu, osée, mais je vais la saisir quand même. Alors plus que le soldat, puisqu'on parle d'un leader, on va parler d'un jeune officier. On va parler d'un jeune officier qui découvre, D'un jeune officier, tout OK. cas, il découvre son métier in situ, par l'expérience. Oui, je pense que la comparaison peut être faite, même si elles sont de nature, différente. Ceci étant, c'est au cours de cette expérience que, le jeune officier ou le jeune, leader, va mettre en pratique, ce qu'il a pu apprendre, les techniques, mais comme je l'ai dit, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes et être capable, face à une situation, face à un cas pratique, face à une difficulté, de montrer à l'ensemble du groupe, à l'ensemble des collaborateurs, la direction, le point à atteindre, le cap à suivre et en réunissant, en prenant en compte l'ensemble du personnel, des collaborateurs, des hommes, pour ce qui est du militaire, avec certains leurs doutes, leur peu d'appétence peut-être pour atteindre l'objectif parce ils ne l'ont pas compris, je dirais l'intérêt primordial, et de lancer tout le monde dans la bataille, qu'elle soit sur le champ de bataille ou qu'elle soit dans le monde économique. Donc ça me semble essentiel et c'est finalement le leadership, c'est aussi une façon d'aborder les problèmes en apprenant en marchant. On apprend de ses propres expériences, de celles des autres, toujours in situ, et on progresse comme ça, on enregistre, on capitalise sur ce que l'on a fait. C'est pour ça que, au départ, il faut avoir, en tant que jeune leader ou jeune officier, la volonté d'aller de l'avant et de bien comprendre, à bien avoir intégré le cap à atteindre ou l'objectif à atteindre. Colonel, si vous ne deviez donner v une seule définition du leadership, je sais qu'au départ, vous avez dit qu'il y a beaucoup de définitions du leadership, mais vous devriez si vous deviez nous donner votre définition du leadership, laquelle ça serait? Alors, comme vous l'avez dit, il existe, une définition officielle et puis finalement, chacun en a sa propre compréhension. Je dirais, que le leadership, ce n'est pas une compétence à acquérir. Ça, c'est le premier point. Mais c'est avant tout et c'est d'abord une responsabilité que l'on choisit d'assumer pleinement. Ce leadership, s'enracine dans la pratique, dans l'expérience, dans la praxis, c'est-à-dire en action concrète, c'est une mise en action concrète de conviction au service d'un objectif, d'un but commun et le plus souvent en l'incertitude des événements et des aléas. Le leadership, il est opérationnel avant tout, à mon sens. Il mobilise, il fait grandir le groupe humain auquel il s'adresse, comme je l'ai dit, que ce soit une petite équipe ou une entreprise de plusieurs milliers de personnes. Et ça va bien au-delà de la maîtrise technique, des techniques managériales. Ça va bien au-delà, comme vous l'avez compris, je l'espère. Il exige, à mon sens, pour pouvoir être exercé de manière pleine et entière, efficace, deux choses, exemplarité et courage. En d'autres termes, c'est se montrer chaque jour à la hauteur de la confiance qui vous a été confiée par vos collaborateurs. Il est guidé par l'exemple, par votre exemple, par votre volonté et le plus souvent dans des situations, difficiles ou compliquées. Voilà, si vous voulez, le périmètre que je peux donner, au leadership. Et si vous devriez vous de donner une seule valeur à un futur leader, laquelle ça serait? Je crois que c'est présent dans notre échange et ça me semble être, le courage. Le courage sous toutes ses formes et qui me semble être, une force motrice parce qu'elle agrège, les personnes, elle agrège,
les différentes, volontés qui sont pas forcément au même niveau et c'est une force éminemment motrice. Elle permet d'aller de l'avant. Donc le courage, que ce soit celui du soldat ou celui du jeune, leader, du chef d'entreprise, me semble être la qualité première. On va vers la fin de notre podcast, mais j'ai encore une dernière question, vraiment. C'est quelle est la chose que vous avez appris tardivement, que vous auriez voulu savoir bien plus tôt dans votre carrière? Alors ça, c'est une question, finalement, pour conclure, qui est intéressante. Qu'est-ce que j'ai appris tardivement? Je pense que je fais une remarque préalable avant de vous répondre, c'est que, je pense que le leadership se consolide avec les responsabilités et les expériences. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider un jour, ça y est, vous avez atteint le summum, de votre capacité de leadership. Je pense qu'il n'y a pas véritablement de fini dans le leadership. Je continue à apprendre et je serai dans d'autres conditions. Dans le monde de l'entreprise, je l'exercerai certainement différemment, mais avec les mêmes bases. Je pense que dévoiler, pour répondre directement, plus précisément à votre question, dévoiler ses vulnérabilités selon les circonstances, bien sûr, bah, ça ne remet pas en cause son propre leadership. C'est-à-dire, dévoiler ses vulnérabilités, c'est se rendre plus humain. Ça permet aux collaborateurs de comprendre à leur tour vos propres erreurs, parce qu'on en commet tous, et c'est de les accepter lorsque la situation devient tendue. Et ça renforce la confiance réciproque. Je pense qu'il faut avoir atteint un certain degré de maturité, à la fois en âge et en expérience, pour pouvoir se livrer comme ça en disant: «Oui, voilà, je suis votre chef, je suis votre leader. Pour autant, je suis avant tout un homme et je concède très facilement le fait, me concernant par exemple, d'avoir un caractère plutôt impatient, speed, pour parler, autrement et ce qui peut permettre d'expliquer dans des situations de tension, ou de comprendre par les subordonnés, les collaborateurs et bah, que là, le chef, il va vite parce que c'est un de ses traits de caractère, mais en même temps, on accepte ce trait de caractère ou cette vulnérabilité parce que lui-même accepte nos propres vulnérabilités. En tout cas, merci monsieur. Merci colonel. Moi, je dis pas monsieur quand je m'adresse à vous, je dis colonel et je me dis depuis le début, vous avez dit vous m'avez dit Polonaise, vous pouvez m'appeler monsieur, ça ne me pose aucun problème. pourtant depuis le début, je crois que j'ai lu un post sur LinkedIn où vous étiez en train vous faisiez un peu le parallèle entre le colonel et Samir. J'ai dû lire un post, voilà C'est et puis je me suis dit après, je suis resté calme, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois l'appeler Samir ou colonel?» Il a dit: «Non, non, non, c'est des histoires. C'est un colonel». J'ai dit: «Je l'appelle colonel, un point, un trait. Je ne vais pas l'appeler Samir, voilà, je préfère l'appeler colonel» et ça, c'est vraiment un plaisir. Moi, j'ai jumpé tout de suite sur l'occasion. Je vous ai demandé de passer sur mon podcast parce que tout simplement, moi, je lis énormément vos posts c'est gentil. sur LinkedIn. Et j'invite, d'autres personnes à suivre, le colonel. Le je vais mettre il y a le nom dans le post, il y a le nom, sur la pochette. Recherchez, le colonel sur LinkedIn et lisez parce que sérieusement ça inspire. C'est une autre manière de voir les choses, c'est une autre conception du leadership, c'est notre conception de la vie même, de la vie professionnelle. Heu, c'est pas celle fournie, en boîte, en boîte surgelée. C'est Exactement, il ça. pas du consommer, c'est pas du prêt à consommer, Voilà, je ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je reviens sur le dernier mot, sur enfin votre dernière question entre nous. On a parlé de courage. Le dernier post que j'ai fait, sur LinkedIn qui date d'aujourd'hui, vous êtes destinataire, c'est pour parler du principe de précaution, de la prudence excessive qui est une entrave finalement au courage et donc au leadership par voie de conséquence. oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde marche sur des œufs.
On a l'impression que je pense qu'il y a cet effet aussi, cet effet réseaux sociaux, cet effet voyeurisme. Tout le monde a peur. Il se dit: «On va pas faire parce que si je fais, qu'est-ce que les autres vont dire?» Il y a que: «Qu'est-ce que les autres vont dire?» Il y a pas: C'est «Est-ce que c'est efficace, oui ou non?» Et c'est une certaine forme, moi j'appelle ça l'inquisition sociale. C'est la peur de déplaire, la peur de ne pas trouver un consensus, la peur même de ne pas être aimé dans certaines situations, qui amène finalement à cet excès de prudence dans la prise de décision du leadership. Le leadership, ouais. c'est décider, donner un cap, s'y tenir, relancer, assumer ses responsabilités et être capable, finalement, parfois, de déplaire et il faut l'assumer. OK, et donc c'est sur ces mots que nous allons terminer le podcast. J'espère que vous aurez apprécié, la conversation que nous avons pu avoir avec le colonel Samir Yaké. Je dis Yaké ou Yaker? Yaquer, Je me suis Yap posé cette Yaker, ouais, Sami Yaker. Samir Yaquer, voilà. J'espère qu'on pourra encore vous avoir une prochaine fois pour un autre podcast, peut-être pour un d'autres sujets. Avec grand plaisir. OK, en tout cas, c'était, le Baptiste pour le mentor économique avec le colonel. Nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui nous écoutent, soit de jour, soit de nuit.